Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Sommes-nous à un moment pivot, un moment charnière dans l'économie mondiale, le genre d'année dont on reparlera dans un demi-siècle? Je sais que tu t'intéresses à l'économie et notre voisin, les États-Unis, pèse lourd dans l'économie mondiale, mais surtout, c'est son dollar, le dollar US qu'on dit roi. Depuis longtemps déjà, c'est beaucoup lié au pétrole et aux échanges qui se font avec le dollar américain, particulièrement quand un pays, une puissance veut acheter du pétrole. C'est normalement en dollars américains que ça se fait. Ça fait très longtemps qu'on dit que ce privilège du dollar américain est menacé, que les Américains un jour n'auront plus cette espèce d'extension de leur puissance et que des cambistes ont parié sur le fait que le dollar allait s'effondrer. Tous ceux qui l'ont fait, ils ont en général perdu leur chemise parce que le dollar américain a été résilient, fort et s'est toujours imposé. C'est la principale monnaie de réserve qu'on retrouve dans les banques centrales du monde entier. Il y en a partout, il y en a y compris chez les adversaires politiques et économiques des États-Unis. La Chine est pas le pire des exemples. Ils en avaient à peu près 1000 milliards de dollars américains dans leurs réserves. Ils en ont vendu au cours des derniers mois. Mais la question que tu me posais, c'est est-ce que nous allons assister à un moment pivot? Serait-il possible que ce roi dollar soit détrôné? Les 2 dernières semaines, en fait les 10 derniers jours, donnent à penser que c'est tout à fait possible. Donald Trump avait un objectif. Et sur ce front, il a réussi, c'est de faire en sorte que le dollar soit partiellement dévalué pour que les produits américains vendus à l'étranger soient davantage compétitifs. Parce qu'un dollar fort, puis c'est toujours boosté par la volonté du monde entier d'acheter des actifs en dollars américains, de la dette particulièrement, ça fait monter le dollar. Mais si tu exportes des voitures ou autre chose, ton produit coûte cher. Au même titre que quand tu choisis d'aller à Old Orchard passer tes vacances, ça te coûte cher parce que tu payes tout en dollars américains. Quand tu vas en Floride passer quelques semaines, sinon l'hiver pour les chanceux snowbirds, ça coûtait cher et ça a coûté récemment très cher parce que le dollar canadien s'est très mal comporté parce que le roi dollar ne bougeait pas. Or, depuis 2 semaines, depuis l'annonce des droits douaniers imposés par Donald Trump, on a vu d'abord que les bourses mondiales vacillaient, mais qu'il n'y a pas eu une ruée sur des actifs en dollars américains, particulièrement les bons du Trésor, qui sont l'éternel refuge en toute crise politique en 2008-2009, alors que l'épicentre de la crise financière des subprimes, c'était les États-Unis. Mais paradoxalement, ceux qui avaient peur, ceux qui avaient la trouille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des bons du Trésor parce qu'on disait, c'est le refuge, c'est l'espace où tu peux parker ton argent à l'abri de tout. Alors, je te disais, depuis 10 jours, la bonne nouvelle pour M. Trump, c'est que le dollar américain, il dévisse. Ce qui veut donc dire que ils ont aujourd'hui les moyens plus facilement d'exporter dans la mesure où quelqu'un voudra acheter des produits américains, peut-être de l'énergie. Ça fait partie des choses que Trump aimerait descendre dans la gorge des Européens. Il disait, on pourrait régler le contentieux avec l'Union européenne s'ils nous achetaient pour 350 milliards par année d'énergie, de gaz naturel particulièrement. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce gaz naturel coûterait aux Européens beaucoup moins cher parce que l'euro a monté, lui, de à peu près 10% en quelques jours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il n'a jamais voulu, M. Trump, se départir de la puissance du dollar qui leur permet de remettre à l'ordre des pays qui veulent utiliser le dollar, mais qui le font de la mauvaise façon, parce que la Banque centrale peut toujours sévir, punir. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'appétit pour la dette américaine. Il y a des dizaines de groupes financiers puissants, de cartels investis aux États-Unis qui ont rapatrié, ou en Asie, ou en Europe, leurs actifs, ont vendu des titres américains, mais n'ont pas investi dans des bons du Trésor, ont choisi simplement d'être cash ou en euros en Europe ou ailleurs en Asie. Et qu'est-ce qui s'impose comme l'espèce de valeur refuge? C'est les obligations chinoises que tu peux acheter, mais qui te donneront un très mauvais rendement. Pourquoi mauvais rendement? Parce que tout le monde en veut. On se bouscule pour acheter des titres de dette chinois. Et soudainement, c'est quelques monnaies asiatiques qui sont essentiellement en orbite autour du yuan chinois qui s'imposent en période de tempête comme la zone
où il y a moins de turbulences. Et ça, pour les États-Unis, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle parce que tu peux être une puissance militaire redoutable, et je reviens à l'expression que j'emploie depuis quelques jours, mais tu peux aussi être un géant au pied d'argile parce que tu es à la merci de ceux qui détiennent ta dette. Et de plus en plus, ce qu'on découvre, je termine là-dessus, c'est que ceux qui ont toujours pensé qu'on ne pouvait acheter du pétrole qu'en dollars américains, c'était le pacte officieux entre les Saoudiens et les Américains. Les Américains disaient, on va vous protéger, on va assurer votre survie stratégique, mais vous allez toujours acheter en dollars américains et imposer que les transactions sur le pétrole se fassent en dollars américains. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de pays qui ne se sentent pas obligés. Et les Saoudiens, qui d'ailleurs, depuis 1 an et demi, 2 ans, permettent de vendre du pétrole à la Chine en yuan, pas en dollars US. Et là, c'est un gros élément de la puissance américaine qui est malmené. Est-ce que c'est de la faute à Donald Trump? Non, parce que c'est une crise qui se prépare et qui est annoncée depuis très longtemps. Mais là, c'est comme si d'un coup, la marée était descendue. Puis on découvre qu'il y avait toutes sortes d'affaires sous l'eau qu'on voulait pas imaginer. Et les Américains sont dans une position où on peut le présumer, ils seraient moins puissants. Et en fait, c'est toute la question où on se demande, est-ce que Trump a bien mesuré toutes ces affaires, là, bien mesuré? Parce que il y a 2 façons de gérer. Là. Tu peux partir, mais toi, tu veux faire un grand changement, comme lui semble vouloir le faire avec les tarifs. Tu peux avoir, comme aux échecs, là, un plan où tu sais exactement, tu as pensé 12 coups d'avance. Ou tu as des gestionnaires, puis c'est pas nécessairement mauvais. Même dans des compagnies, il y en a qui font ça, qui vont dire, à un moment donné, là, faut que tu brasses toute l'affaire, tu crées le chaos, puis du chaos, à un moment donné, la poussière va retomber, puis tu sais, tu vas replacer les meubles dans la pièce, là, tu comprends? Tu sors toute de la pièce, puis tu vas la recomposer autrement, puis dans le chaos, tu vas se générer quelque chose qui va finir par être mieux. Là. Tu sais, le statu quo est plus possible, tu brasses la cage, puis sans savoir exactement la destination finale, là, tu comprends? J'ai l'impression que Trump est plus dans cette deuxième catégorie, mais que là, une fois le chaos créé, la poussière retombe, les affaires sont pas... Il n'y a rien qui se passe comme dans les hypothèses qu'il avait imaginées. Il y a probablement peu de choses qui se passent exactement comme il l'avait imaginé. Je te le disais à l'instant, on pourra peut-être dire c'est le point de bascule dans les livres d'histoire où le roi dollar a été déclassé. Et ça signifierait, je le répète, ça a l'air d'être... comment dirais-je, accessoire, parce que ce n'est que l'économie, mais l'économie, c'est la capacité d'infléchir ta volonté. Et comme la planète entière fonctionne au carbure au dollar américain, à partir du moment où tu dis c'est plus nécessaire, puis ça pose des vraies questions sous-jacentes, puis je vais répondre à ce que tu viens de dire, mais imagine que tu as la plupart des grandes banques centrales qui se demandent peut-être, qu'est-ce qu'on fait avec nos dollars américains? Est-ce que c'est justement cet îlot de stabilité? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a encore besoin pour acheter notre énergie de dollars américains? Puis la réponse à toutes ces questions, c'est non, non et non. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont larguer ces dollars américains, ces obligations américaines? Si c'est le cas, ça met les États-Unis dans une position d'extrême vulnérabilité, sinon peut-être même de défaut sur sa dette. Là, c'est pas de la science-fiction économique, ça pourrait arriver, ça c'est déjà vu, c'est pas ce que je dis qui va arriver, mais le matin où tu commences à contempler l'hypothèse, tu pognes le vertige, mais dangereusement, parce que ça va être des radiations d'actifs colossales. Est-ce que Trump avait prévu ça? Évidemment, je ne le sais pas. Il aura en tout cas été l'accélérateur d'un mouvement qui s'était engagé. Donald Trump n'est pas responsable de ce que les États-Unis sont dans cette situation de vulnérabilité, mais en jouant comme il le fait, et l'a fait, il crée un espace dans le chaos de vulnérabilité aussi, probablement sans précédent. Je dis souvent que nous vivons une époque formidable. Je t'assure que si le dollar devait se mettre à dévisser et qu'on voyait de plus en plus de pays se dire c'est pas du tout pour une option d'acheter de la dette, tu te retrouves dans un scénario qui pourrait être, disons, perturbant, pour dire le moins. Un mot sur le début du procès de Meta. Est-ce que ça représente? Ça a commencé hier? C'est une grosse affaire parce que on a tous dit au moment de l'investiture du président Trump, il est maintenant dans la poche des géants de la tech. Et si tu te rappelles, c'était tous ces représentants de la grande industrie technologique qui étaient présents.
aux premières loges avaient payé, mais big time. On parlait d'1 million par entreprise, sinon davantage, pour les fêtes, mais aussi pour avoir le droit, le privilège d'être sous la rotonde parmi les 600 personnes qui étaient là pour écouter le président et son discours d'ailleurs assez destroy. La surprise, c'est que Meta, M. Zuckerberg, qui avait annoncé un réalignement idéologique sur la question de la censure, de la liberté d'expression, mais sur plein de choses, il marchait sur la peinture qu'il avait lui-même couchée au sol. C'est quand même celui en 2021 qui retire la parole au président Trump. Il lui reste quelques jours au pouvoir après l'assaut contre le Congrès. On lui retire son droit de s'exprimer sur ce qui était à l'époque Twitter. Dans un livre récemment publié, le président lui a servi mais quelques retour du bâton en disant que c'était vraiment une tentative de destruction qui avait animé Zuckerberg. Zuckerberg qui a senti peut-être la soupe chaude et qui, quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir du président, s'était réaligné, je le dis, est aujourd'hui, comme Google l'a été au cours des derniers mois, dernières années, traîné devant les tribunaux pour des pratiques monopolistiques et apparemment tous les millions qu'il a investis, son changement de discours ne changera rien. Il y avait à l'époque de M. Biden à la FTC, la Federal Trade Commission, une jeune femme avocate dynamique, Mme Khan, qui faisait peur à tous ces géants de la tech qui se comportent comme des monopoles. Et c'est ce qu'on reproche à Zuckerberg et à Meta, qui est propriétaire de Facebook, entre autres pour avoir acheté des concurrents, WhatsApp et Instagram, pour 1 milliard dans le cas d'Instagram, 19 milliards pour WhatsApp, plutôt que d'adapter ses pratiques et de rester concurrentiel, parce que c'est un peu ce qu'on reproche à un groupe qui choisit de dire, plutôt que moi d'être meilleur, je vais acheter le concurrent parce que j'en ai les moyens et de créer des monopoles. C'est ce qu'on reprochait à Google, entre autres, avec son moteur de recherche, Chrome. Reconnu coupable, l'entreprise pourrait exploser, pourrait être forcée de vendre des portions de ce monopole pour redonner au marché de la vivacité, faire en sorte que c'est justement pas un marché d'oligarques qui contrôle à eux seuls l'ensemble du jeu. Et ça nous ramène à ce qu'était la game économique aux États-Unis à la fin du 19e, début du 20e siècle. Quelle est la plus grande entreprise à exploser après les premières lois, la Sherman Act qui avait été adoptée en 1890? C'est Standard Oil de Rockefeller, qui était le vilain absolu. Ils perdent en Cour suprême en 1911. L'entreprise explose en 34 plus petites entreprises parce que ce monopole est intolérable. La FTC, la Federal Trade Commission, est créée au début du siècle justement pour livrer le combat contre les grands monopoles. Et on se disait avec Trump, c'est râpé parce que il est dans la poche de tous ces géants de la tech. Or, son département de la justice avec Zuckerberg donne pas l'impression de vouloir relâcher la pression. Extrêmement intéressant, surtout quand on sait que dans les derniers jours, il a donné apparemment un statut d'exception à Apple et quelques autres grandes entreprises sur la question des droits douaniers pour des pièces essentielles à la construction des ordinateurs et téléphones. Est-ce que ça annonçait qu'il était dans la poche, par exemple, de Tim Cook de Apple, ou au contraire, autre chose, c'est-à-dire des tarifs à venir? Pour l'instant, en tout cas, c'est sans doute une surprise un peu éberluante pour ceux qui croyaient avoir acheté la complaisance du patron. Merci Stéphane. À demain.